Anye kindo mano butande. Anye mukube. Be. Okoni mebane. Okoni mebane. Anye kindo mano butande buta. Benya butombe temiganye. Oh. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre premier numéro de notre émission intitulée Le Symposium. Le symposium se définit comme un congrès ou alors une réunion de spécialistes autour d'un sujet déterminé. Le symposium se définit également comme une discussion, une rencontre ou encore un débat. Et c'est ici l'aspect que nous allons mettre en avant dans notre émission. En effet, loin de pouvoir être qualifiés pour le moment de spécialistes, nous sommes néanmoins des jeunes penseurs, des intellectuels aptes à émettre des opinions et à les défendre valablement autour d'un argumentaire. C'est là tout l'intérêt de notre émission ou encore jeu concours qui vise à confronter deux candidats autour d'un sujet déterminé autour duquel ils seront amenés à présenter différentes argumentations pour défendre valablement leurs opinions. Alors, comme tête d'affiche de ce premier numéro, nous avons comme premier candidat M. Oponce Lévy, qui est un jeune étudiant en sciences économiques à la faculté de Casablanca, également un jeune écrivain. M. Oponce, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons à son opposé M. Kwamba Arnold, qui est un ingénieur en électricité à l'École nationale d'électricité et de mécanique. Voilà, l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique. M. Arnold, bonsoir. Bonsoir. Maintenant que nos candidats sont présentés, nous allons énoncer le sujet sur lequel ils vont devoir débattre, qui est le suivant: l'homme africain, pâle copie de l'Occident. Très souvent, pour ne pas dire constamment, nous entendons régulièrement des réflexions sur la femme africaine qui, selon certains, qui affirment qu'elle perd de son identité. Ils disent en effet que la femme africaine perd de ses valeurs, que tout ce qui fait son authenticité ou son identité laisse la place à des valeurs qu'elle adopte de l'Occident. Nous nous sommes demandé, qu'en est-il de l'homme africain? Lui qui critique la femme africaine, est-il lui resté semblable à ce qu'il est? Est-il toujours ancré dans ses traditions, dans ses origines, ou a-t-il lui aussi quelque peu été formaté par l'Occident? C'est là le sujet que nous allons débattre ce soir. C'est sur ce sujet que nos deux candidats vont s'entretenir ce soir. Alors, monsieur Oponce, qu'en pensez-vous? L'homme africain, pâle copie de l'Occident ou pas? Bien. Comme tu l'as annoncé tout à l'heure, le sujet c'est l'homme africain, pâle copie de l'Occident. Et moi je défends l'affirmative. Donc, l'idée déjà selon laquelle l'homme africain est effectivement une pâle copie de l'Occident. Bien, je commencerai par relever que la tendance de nos jours veut que l'on définisse comme évolué celui qui ressemble le mieux à l'homme occidental. Il suffit de voir le comportement, les habitudes que nous avons adoptées, que ce soit dans notre façon de parler, notre façon de nous habiller, que dans notre façon de parler, de penser en même temps. Aujourd'hui, celui qu'on considère comme le plus évolué ou celui qu'on considère comme le plus francophone est celui qui parle la langue française avec l'accent français. L'accent français? Oui, l'accent occidental. C'est-à-dire, lorsque tu parles, on ne t'identifie plus comme un Africain quelconque, originaire d'un pays quelconque, mais comme un Français. C'est-à-dire à travers la voix, la façon de parler simplement. Donc vous voulez dire que les Africains, en général, adoptent même la façon de parler du français? Effectivement, puisque, et c'est même déjà les médias qui nous vendent cette façon de parler-là, puisque de nos jours, si tu as un certain accent, que ce soit un accent africain entre guillemets, puisque l'Africain n'a pas d'accent bien défini. Nous avons tous des origines différentes en Afrique, et nous avons tous des accents différents. Donc, quel que soit l'accent que tu as, il y aura toujours une certaine tendance à la moquerie. Donc,
De nos jours, ceux-là qui quittent ou qui partent de leur pays en Afrique et qui se rendent en France, qui est le pays par excellence de la langue française, sont obligés, même après 2-3 jours simplement en France, d'adopter cet accent-là. Obligés. Ils se sentent obligés de le faire. Et d'ailleurs, ils vendent ça même à ceux qui sont restés au pays comme une façon pour eux de dire « moi, je n'appartiens plus à votre cercle. » Dans la façon de s'habiller, il suffit de voir comment nous sommes tous habillés ici. Voilà déjà simplement en quoi nous devenons une pâle copie de l'Occident. J'ai une montre suisse, j'ai une chemise, je ne sais pas de quel pays ça vient. En tout cas, ce n'est pas de l'Afrique. Vous voyez, peut-être le matériau qui est utilisé, le coton, je l'ignore, qui vient peut-être de l'Afrique, c'est possible. En tout cas, la manière de coudre, tout ce qui va avec, le style, n'est pas africain. Nous avons absorbé ou nous absorbons les habitudes occidentales dans notre manière de nous comporter tous les jours. Nous étions définis, nous, Africains, comme des personnes hospitalières, sociables. La famille restreinte, nous ne la connaissions pas. De nos jours, l'évolution, entre guillemets, veut que tu t'occupes de ta femme et de tes enfants. Tout ça, ça s'arrête là. Nous avons appris cela. Mais selon vous, pourquoi est-ce que vous dites que l'homme africain se sent obligé d'adopter l'Occident? Il y a un complexe, c'est-à-dire on voit celui qui vient de l'extérieur comme un messie, celui qui apporte quelque chose de plus que nous n'avons pas. Pourquoi aujourd'hui on ne nous enseigne pas à l'école les travaux de Cheikh Anta Diop qui vont en contradiction avec ce que les chercheurs français et les chercheurs occidentaux ont fait, simplement parce qu'il est africain. Qui sait que Cheikh Anta Diop avait dit venez d'un occidental, ce serait dans nos bouquins aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a ce complexe-là, et puis également il y a la mondialisation. La mondialisation, c'est l'échange, c'est un ensemble d'échanges économiques, culturels, sociaux, en fait, bien plus encore. Mais lorsqu'on dit échange, et là le mot est important, lorsqu'on dit échange, on dit tu donnes, je donne. Bon, aujourd'hui, l'Africain n'a pratiquement plus rien à donner. Pourquoi? Lui, il accepte simplement de prendre ce qui vient chez l'autre. Mais en prenant ce qui vient chez l'autre, lui se dit que la seule façon d'assimiler ce que l'autre nous donne est d'écraser ce que j'ai déjà à la base. Dans l'homme noir, il dit l'homme africain, pour appréhender son avenir, doit connaître son passé. D'accord. Oui. C'est important tout cela. Dans quelques instants, sur votre point de vue, nous allons maintenant écouter M. Alain Power, qui, je pense, que sa voix a une opinion contraire à celle de M. Tout à fait. Déjà, je tiens à vous remercier. Et ici, il faudrait dire, pour moi, la première préoccupation n'est pas celle de savoir pourquoi l'homme africain est devenu une pâle copie de l'Occident. C'est celle de savoir pourquoi nous sommes en arrivés là, qu'est-ce qui motive cela. Et de l'autre côté, je voudrais également apporter quelques arguments qui montrent que l'homme africain ne se retrouve pas ou n'est pas un imitateur complet de l'Occident. Parce que nous retrouvons des peuples, des hommes qui gardent leur couture, qui gardent leur culture, qui ont toujours leur politique. Ce sont les 5 points sur lesquels je veux ressortir. Donc, qui ont leur culture, qui ont une politique à eux propres, qui ont une manière d'éduquer leur famille et qui restent propres à leur intelligence. Donc, ils évoluent selon leur intelligence. Et également, il faut joindre aussi le point concernant la religion. Selon moi, l'imitation vient en quelque sorte de la mondialisation, comme M. Opong le disait. Et également, il faudrait dire que nous sommes dans une certaine contrainte. Parce que, vu de l'extérieur, nous devions nous présenter à l'image de l'extérieur. Mais
nous retrouvons des peuples, des hommes qui gardent leur culture. Nous avons bel et bien vécu avec une manière d'éduquer nos enfants. Nous n'allons pas dire que l'école n'existait pas, ou l'école existait, mais les programmes des échanges ou des programmes dispensés dans ces écoles-là étaient propres à nous. D'où le vide dont il parlait. Mais il y a des peuples aujourd'hui qui sont restés dans cette culture-là, qui conservent leur culture, qui enseignent, des hommes qui enseignent cela à leurs enfants. Il y a des familles qui sont restées dans leur culture, qui ont la politique, la gestion de la famille. Parce que quand on parle de politique, on parle de gestion. La gestion de la famille au sein de cette famille reste telle propre aux mœurs et aux coutumes africaines. Donc vous êtes en train de dire qu'il y a des Africains qui arrivent à trouver le juste milieu entre la coutume africaine et ceux qui viennent de l'Occident. Exactement. Et cela en quelque sorte montre que... Parce que il y a certaines valeurs que nous ne pouvons pas perdre. Et c'est également sur l'habit, il l'a dit, c'est vrai, aujourd'hui nous sommes tous habillés. Mais quelqu'un aurait pu venir ici habillé en pagne ou aurait pu porter du raffia également. Donc ce sont des points ou des outils qui montrent en suffisance que nous gardons quand même une part de notre identité. Et sur le point religieux, ça c'est peut-être encore le grand point, nous avons des hommes qui ne partagent pas ou qui ne sont pas directement affiliés à la religion occidentale, qui sont restés dans leurs coutumes, qui sont restés, à citer par exemple ceux dont on connaît, qui sont restés dans le vaudou, qui sont restés dans le bouddhisme, ce sont des valeurs propres africaines. Maintenant, à savoir l'importance de toutes ces choses au sein pour le bien-être de l'homme en quelque sorte. Bien, moi je dirais simplement qu'il existe en effet certaines personnes qui copient, mais tout en essayant de garder une certaine authenticité. Mais le problème est que moi je pense que nous copions mal. La plupart du temps, lorsque nous essayons de copier l'occidental, on copie mal. On va prendre l'idée simple que tu as énoncée d'ailleurs tout à l'heure dans ton propos. Dans certaines familles, c'est le chef de famille, l'homme est le chef de famille et tout. Dans la plupart de nos cultures en Afrique, c'est comme ça. Ce sont des familles patriarcales et tout. Mais sauf que aujourd'hui, avec l'idée de l'émancipation des femmes, le féminisme, toutes ces idées-là qui viennent de l'extérieur, vous voyez, on a vraiment l'impression que l'Africain n'a pas su prendre cette idée-là et se l'approprier à sa façon. Lorsqu'on parle d'émancipation de la femme ou de féminisme, il s'agit aujourd'hui de revaloriser c'est pas la situation de la femme, mais pas de substituer la femme à l'homme. Et c'est à ce niveau-là que nous, les Africains, avons fauté. On va prendre le cas en Côte d'Ivoire, je me souviens plus en quelle année, mais ils ont changé la constitution en ramenant que ce soit l'homme ou la femme dans le juste milieu. Ils ont dit, il n'y a plus de chef de famille. Désormais, l'homme n'est plus juridiquement le chef de la famille ivoirienne. Ça a été abrogé dans la constitution ivoirienne. Ça également, c'est une mauvaise lecture de ce qui vient de l'extérieur. Les Africains ont l'impression aujourd'hui que ce sont ceux de l'extérieur qui leur ont appris que la femme a un rôle important. Certes, il existe des cultures dans lesquelles la femme est marginalisée, est maltraitée. Il en existe d'autres peuples également où la femme est mise à l'honneur. En Égypte, on a vu les Néfertiti, Cléopâtre, qui étaient des reines de leur royaume. On a eu au Ghana avec la reine Pokou. On a eu en Afrique des royaumes ou encore des cultures dans lesquelles la femme occupait un vrai rôle. Ensuite, quand je dis également qu'on imite mal, et là je vais d'ailleurs paraphraser un rappeur que j'aimais, Youssoufa, qui dit « Il est plus facile d'assumer ce qu'on est que d'imiter ce qu'on n'est pas ». Est-ce que vous pouvez donner des exemples pour appuyer vos propos? Bien, quand je dis qu'on passe beaucoup plus de temps à imiter, j'ai déjà pris le cas du féminisme, etc. Bon,
Je vais également prendre le cas de nos productions cinématographiques. Il existe aujourd'hui, même chez nous au Gabon, des films ou encore des séries dans lesquelles ils montrent des actes qui normalement chez nous dans notre culture ne sont pas acceptés, qui vont montrer des actes entre guillemets sexuels, qui vont à l'encontre même de nos mœurs, à nous, simplement parce que c'est ça l'évolution, c'est ça le cinéma aujourd'hui. Et monsieur Opon, moi ce que je voudrais savoir, vous partagez le point de vue disant que l'homme africain est une pâle copie de l'Occident. Tout à fait. Moi je disais en propos que c'est une contrainte, parce que vous êtes en train de chercher à nous faire comprendre que nous imitons mal l'Occident. Est-ce que ce n'est pas une contrainte comme je le dis? Nous ne sommes pas une copie de l'Occident. Je vous prends un cas, un responsable d'entreprise. Il se lève le matin, il va porter sa cravate, il va au boulot. Mais rassurez-vous que quand il rentrera chez lui le soir, il n'aura pas une cravate avec lui. C'est possible qu'il porte un pagne simplement ou qu'il ait un raffia autour de lui. Oui, mais il faut aussi savoir une chose, c'est que c'est une question de génération de nos jours. La génération de nos pères, le père ou la mère à la maison, elle porte son cabas en paille. Ou même quand elle sort, quelles que soient les occasions, elle met son cabas en valeur. Parce qu'elle a grandi avec ça. À la maison, c'est que sa grand-mère portait, c'est que sa mère portait, elle-même elle portait ça quand elle a grandi avec ça. Moi, j'ai grandi avec le jean, avec les chemises. Il est absolument, presque quasiment sûr que je vais vieillir avec ça. Et au fur et à mesure, je ne vais pas enseigner à mes enfants des choses que moi-même je n'ai pas expérimentées. À mes enfants, je vais forcément enseigner, ou encore je vais leur demander de porter le jean ou le super 100 et tout ce qui va avec, tout ce que l'Occident nous a apporté. Puisque la mondialisation et l'Occident nous ont apporté ces choses-là, il faut aller à l'école, c'est bien beau, moi je n'en disconviens pas. Mais ces gens, une fois qu'ils terminent avec leur période scolaire, ils repartent dans leur village, ils cultivent, ils vont à la pêche, ils vont à la chasse. Ce sont des valeurs qu'ils gardent. C'est pour ça que ça ne fait pas de lui, le fait qu'il est allé à l'école, ça ne fait pas de lui une copie qu'il a eu. Remarquez, c'est que ces choses-là tendent à disparaître au fur et à mesure que les années avancent. Vous voyez, on va prendre déjà l'exemple de nos langues. Aujourd'hui, un jeune qui parle sa langue, ou qui dit même parler sa langue, c'est une has-been, comme on dit. Tu parles ta langue, en fait. Mais il y a d'autres même quand tu lui demandes est-ce que tu parles ta langue, il dit avec fierté, il dit ah non, moi je parle pas ma langue. Vous voyez? Juste une question, monsieur, pour parler de votre langue. Les années que j'ai passées ici ont tué le peu que je connaissais. Pour faire passer ce que j'ai appris, les questions que je posais aux anciens, les choses que j'ai lues, c'est pourquoi j'écris beaucoup de lettres ouvertes où je parle comme un vieillard, des trucs comme ça, ou encore des poésies. Ça, c'est à mon modeste niveau. Donc, comme je parlais les langues aujourd'hui qu'on perd, vous savez, ça me rappelle un truc de Georges Rouault dans Noblesse de la vieille civilisation, un écrivain gabonais. Il dit, si les Africains avaient pratiqué leur science de manière libre et continuelle, notre civilisation connaîtrait elle aussi une ère de prodige. Bon, c'est vrai qu'à une certaine époque, il y avait aussi beaucoup de cachotterie dans nos traditions. C'est-à-dire qu'il fallait être initié à un certain rite pour qu'on t'apprenne certaines choses. Du coup, il y a des anciens qui sont morts avec des connaissances et tout. Mais le peu que nous connaissions, pourquoi nous n'avons pas partagé? Mais combien encore? Non, moi ils sont marginalisés même, je dirais. Je reviens sur vos propos. Moi, je disais en entrée de jeu que c'est une contrainte pour nous. Revenons. Oui. Pour apporter quelques petits éclaircissements. Vous parlez depuis tout à l'heure de contraintes. Voilà. Mais qui contraint l'Africain à le faire? Par exemple, prenons l'exemple dans un pays africain quelconque, dans une entreprise dirigée par des Africains, dont le chef est africain. Il n'y a pas d'occidentaux dans cette entreprise. Qu'est-ce qui empêche à cet entrepreneur africain de venir dans son entreprise en panne ou en boulot? Avant de se retrouver dans une entreprise où le chef est un occidental,
retrouve-toi d'abord dans ce que tu peux faire personnellement, tout en appliquant ta coutume, tout en appliquant tes mœurs. Si tu le fais, tu ressors de la contrainte parce qu'on te connaît déjà en tant que toi. Donc en fait, vous êtes en train de justement d'exhorter les Africains à mettre en valeur ce qu'ils ont. Exactement. Pour permettre à l'occidental de leur voir tels qu'ils sont. Pour que rien ne nous soit imposé. D'accord. Monsieur Okoin, une dernière intervention, très brièvement. Il parle de contraintes. Je ne pense pas qu'il y ait un revolver planqué sur la tête de chaque Africain de nos jours. Il y a des Africains qui savent aujourd'hui, heureusement, mettre encore en valeur ce qu'ils sont. Parfois même à leur propre dépens. Il y a aujourd'hui, l'un des débats les plus houleux est celui relatif au mariage pour tous. Bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais il y a des pays africains, beaucoup de pays, la majorité des pays africains qui refusent de l'adopter. Pourtant, des pays comme les États-Unis qui promeuvent ce genre cette politique-là, cette liberté individuelle comme ils l'appellent, disent que menacent de sanctions tous les pays qui le font, qui interdisent ou qui pénalisent l'homosexualité. Mais il y a des pays qui jusqu'à aujourd'hui, n'en ont rien à faire. Ils disent... Pour vous, ça va encore durer combien de temps? Ça n'a rien à voir avec nous. D'ailleurs, Macky Sall disait même lors d'une émission, au nom de quoi l'homosexualité dépénalisée ailleurs, cela doit être une loi universelle. C'est vrai que la pression est tellement forte que beaucoup... La contrainte, elle existe. Vont peut-être céder après. Vous êtes d'accord avec moi que cette contrainte, elle existe? Et pas la contrainte, la pression. Il y a une certaine pression. Mais on est libre d'accepter, de céder à la pression ou non. Cette liberté a un prix. Est-ce que si demain matin, le président du Sénégal n'est plus à même d'offrir un morceau de pain à tout le peuple sénégalais chaque matin, est-ce qu'il va garder toujours cette position? Est-ce que celui du Zimbabwe, si 3-4 jours après, il n'est pas même d'apporter de l'eau ou de l'électricité dans un foyer, il va garder la même position? C'est autant de questions que moi je me pose pour dire, pour moi ce n'est pas une simple pression. Il y a tellement d'arguments, ou il y a tellement de points qui vont dans ce sens-là, où ça devient pour nous une contrainte. Si nous ne le faisons pas, nous n'avons pas certaines choses. Et ça se voit un peu dans la vie quotidienne. Nous avons des chefs d'État qui arrivent au pouvoir avec des idées bien déterminées, mais au cours de son mandat, vous trouvez qu'il divague. La question c'est de savoir, rien n'a changé, c'est la même population, ce sont les mêmes hommes, et qu'est-ce qui ne va pas? Bon, personnellement, je vais terminer par cette dernière intervention. Beaucoup de pays comme Sékou Touré en Guinée, quand le général de Gaulle est venu le voir à propos de l'indépendance, il a dit « Nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. » C'est vrai qu'il y a eu, après, ils ont acquis leur indépendance, et il y a eu après un certain nombre de politiques que la France a mis en œuvre pour déstabiliser la Guinée, à succès ou non, mais ils ont gardé leur dignité. C'est pareil avec Sankara, lorsqu'il est arrivé au pouvoir après son combat, il a combattu encore pour garder cette indépendance-là. Et en étant seul contre tous, il a réussi à sortir le Burkina. Non, déjà, il a changé le nom du pays, de Haute-Volta, c'est passé à Burkina. Ensuite, le pays était l'un des pays les plus qui avait le problème de la famine. Il y avait la famine ou comment dire, la dépendance alimentaire. Avec lui, le Burkina est passé de la dépendance alimentaire à l'autosuffisance alimentaire, que le Burkina a perdu après avec le président qui a suivi. Ouais, donc, c'est pour dire que on est grand, on peut prendre nos propres décisions. Et pour finir, je vais dire simplement que le débat sur l'identité africaine n'est pas simplement une question de culture.
c'est une question de survie. Parce que qui ne protège pas son histoire et sa culture est condamné à disparaître avec elle. Pour conclure, je dirais, pour que nous restions ce que nous sommes, il faudrait que l'environnement dans lequel nous grandissons, toutes les conditions soient réunies pour que nous retrouvions nos valeurs. C'est notre combat à nous. C'est à nous de trouver le juste milieu, comme je l'ai dit, ou de trouver encore un pourcentage, je dirais large, garder cela dans nos familles, inculquer cela à nos enfants, permettre à nos enfants de le léguer aussi à leurs enfants pour que nous puissions avoir nos cultures, pour que nous puissions retrouver de peur, comme il a dit, de peur de perdre notre identité. Merci. D'accord. Finalement, vous vous retrouvez sur le fait que l'homme africain a sa part à jouer quant au fait de protéger son identité. Bien, je vous remercie pour cet échange qui fut très intéressant et très enrichissant. Mesdames et messieurs, c'est maintenant la fin de notre première émission et c'est maintenant à vous de jouer. Dans toute compétition, il faut toujours qu'il en sorte un vainqueur. Et maintenant, c'est à vous de décider qui de M. Arnaud Kamba ou de M. Okon-Stevie a le mieux été convaincant, a le mieux été pertinent, lequel d'entre ces deux candidats a le mieux défendu son idée. Je vous dis merci de nous avoir regardés et à très bientôt pour la suite de notre émission. Anya unu menyembe chengene dwe yasuna nyuma e antambe kana makala kampe na tongole te jammi unda diganye kengane ya